What is up, family? We have another Patreon request. We have l'infiltration impossible que personne n'avait vu venir. The most impossible infiltration that no one saw coming. I think this is my code, or right? Is it my code? Is this channel? Народной Республики Донбасс обратилась к России с просьбой о помощи. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. On this morning, Russia launched its full-scale invasion. Alors, le président ukrainien Zelensky vient d'appeler à l'aide ce matin. Putin's so-called... What do you guys think of this? What do you guys think of this war? I'm very, very against it. I feel so bad for Ukraine. I really do. It's terrible. 10-day war is now a 3-year disaster. Le 1er juin 2025, alors que la guerre en Ukraine fait rage depuis plus de 3 ans, des vidéos pour le moins spectaculaires inondent soudainement toutes les boucles Telegram. 5 bases aériennes russes sont attaquées en même temps. Personne ne comprend. О, Господи, еще раз, девочки, еще. De Lenya dans l'Arctique à Ukrainka en Sibérie orientale, les cibles sont distantes de plusieurs milliers de kilomètres. La plus proche est à 700 km de la frontière ukrainienne, la plus lointaine à plus de 6000. Ce que les témoins filment ce jour-là ressemble à une scène de science-fiction. L'opération a été baptisée Toile d'araignée. President Zelensky claimed that Ukraine's Operation Spiderweb. Ukraine calls it Operation Spiderweb. Le nom de code de cette opération coordonnée est préparé depuis 1 an et demi, Toile d'araignée. Un nom étrange pour l'une des opérations clandestines les plus folles du XXIe siècle. Comment ces drones ont-ils été infiltrés si profondément en Russie? Qui a réussi à tromper les défenses des services secrets russes? Et pourquoi personne ne les a vus venir? Voici l'histoire d'un petit service de renseignement que personne ne prenait au sérieux et qui, en une seule nuit, a humilié une superpuissance. Voici l'opération Toile d'araignée. I think they had inside help. Report. Ce documentaire et toute notre équipe n'est possible que grâce à notre sponsor Odoo. Odoo, c'est un écosystème d'applications qui peut vous intéresser si vous jonglez en communique que la première en groupe. Je vous laisse le lien. Depuis 3 ans que la guerre a commencé, l'aviation russe fait vivre un enfer permanent aux Ukrainiens. Certaines villes sont pilonnées quotidiennement pendant des mois et les gens se couchent tous les soirs avec la hantise d'un nouveau bombardement. Ouais. Les populations sont à bout. Ouais. Déjà, il y a les drones, qui arrivent parfois par centaines. Ces drones sont interceptés aux 3/4 par la défense antiaérienne. Ce qui est bien plus destructeur, ce sont les missiles de croisière tirés par les bombardiers. Il y en a rarement plus d'une centaine, mais un seul d'entre eux peut tuer des dizaines de civils. Or, ces missiles arrivent à des vitesses qui approchent les 1000 km/h et sont particulièrement difficiles à intercepter par les Ukrainiens. Alors, quelle option leur reste-t-il pour éviter la destruction de leur ville? En fait, il n'y en a qu'un seul, c'est d'atteindre directement les bombardiers. Détruire un seul de ces avions reviendrait à détruire 15 missiles. Mais c'est même pas le plus intéressant. La plupart de ces bombardiers russes datent de la guerre froide et donc ne sont plus en production depuis 25 ans. Les programmes de construction de nouveaux modèles s'éternisent et la nouvelle génération n'est pas prévue avant 2030. Mais alors, pourquoi les Ukrainiens ne le font pas? En fait, détruire un bombardier, c'est loin d'être simple. On n'est plus à l'époque où les avions larguaient leurs bombes à la verticale. En général, ils tirent leurs missiles depuis l'espace aérien russe ou biélorusse, parfois à plus de 1000 km de leur cible, donc hors de portée de la DCA. Les Ukrainiens ne peuvent pas non plus compter sur leur aviation.
Les 3/4 de leurs avions de chasse ont été détruits dès le début de la guerre, et leurs pilotes ne sont pas encore assez formés sur les F-16 fournis par les Alliés. Ouais. Il ne reste en fait qu'un seul moyen de toucher ces bombardiers, c'est d'utiliser leur talon d'Achille. Ce talon d'Achille, c'est leur temps passé au sol, dans les bases aériennes. C'est un problème qu'ont tous les avions, mais pour les bombardiers, c'est encore plus problématique. Pour ces avions, il existe des accords de surveillance entre les Russes et les Américains. Cet accord contraint ces signataires à garder à découvert leurs avions capables de porter des charges nucléaires, afin qu'ils soient visibles par satellite. Et qui dit visible par satellite, dit aussi particulièrement vulnérable à une attaque aérienne. Ce sont ces mêmes bombardiers qui pilonnent l'Ukraine depuis le début de la guerre. C'est donc une cible idéale pour les stratèges ukrainiens. Mais leur problème, c'est que les bases aériennes sont dans les terres. Et pas n'importe quelle terre. Ah. Là? Wow. There's nothing left. Les terres russes, le plus grand pays du monde. Les Ukrainiens n'ont jamais développé d'armes capables d'assurer les distances requises pour frapper sur une telle profondeur. Ce qu'il leur faudrait, c'est les missiles à longue portée que possèdent leurs alliés occidentaux. Mais au début de la guerre, les Occidentaux sont formels, ils n'en donneront pas. Ils craignent trop l'escalade avec la Russie. Alors, comment faire ? Une idée, c'est d'utiliser des drones. Depuis quelques années, les drones suicides sont devenus l'alternative low cost aux missiles. C'est moins puissant et ça va moins vite, mais ça a d'autres avantages, comme la précision et la possibilité de choisir sa cible jusqu'au dernier moment. Le problème, c'est que trouver des drones en Ukraine au début de la guerre, ça n'est pas si simple. Les Ukrainiens n'ont pas une industrie de drones militaires suffisamment développée. Ils ont un bon savoir-faire, mais ils ont tellement de problèmes de bureaucratie et de corruption que les programmes de développement ont une inertie monstrueuse, au point qu'ils ne produisent pas assez de drones pour alimenter leurs pilotes sur le front. C'est dans ce contexte compliqué que va émerger une solution inattendue. À l'été 2022, il y a 3 dronistes amateurs qui ouvrent un nouveau canal Telegram. Dessus, ils publient une preuve de concept de la fabrication de drones suicides. Pas des gros drones militaires classiques, faits pour porter des armes ou des caméras de surveillance, mais des tout petits engins avec explosifs les moins chers possibles, dont l'unique objectif est d'aller s'auto-détruire sur leur cible. Mais nos 3 dronistes ne s'arrêtent pas là. Ils joignent à leur publication la liste complète des pièces détachées à acheter sur AliExpress et un tuto pour expliquer les étapes. Ce simple tuto va créer un engouement qui dépasse tout ce qu'ils avaient imaginé. Partout en Ukraine, fleuristes, baristas, collégiens, blessés de guerre, des milliers d'Ukrainiens s'y mettent. Dans leur salon, dans leur cuisine, ils achètent et montent eux-mêmes des drones pour les envoyer sur le front. Wow. Next step, I will send it to engineer and pilots. They will test it, and if it's everything okay, they will send to the front line. Le succès est tel que d'autres initiatives comme ça vont naître partout dans le pays. The people's drone. I didn't know about this. Very cool. Very cool. Au bout de 3 ans de guerre, les Ukrainiens ont multiplié par 10 leur production et atteignent le chiffre complètement fou de 200 000 drones produits par mois. Ils sont devenus le plus gros producteur de drones au monde. Alors, est-ce que ces drones pourraient être envoyés sur les bombardiers russes ? À première vue, ça paraît quand même très compliqué. Parce que les défenses des bases aériennes russes, ça n'est pas seulement des barbelés et des soldats qui patrouillent. C'est aussi des radars qui vont repérer dans un rayon de 25 km tout ce qui fait plus de 50 cm de large. Des systèmes qui détectent les signaux de commande et les signatures de radiofréquence des drones. Et puis, en offensif, des missiles air-sol, des canons anti-aériens et des mitrailleuses. Bref, ce sont des forteresses.
Le seul moyen de percer ces défenses, ce serait d'avoir des drones plus rapides et plus puissants. Les Ukrainiens regardent ce qu'ils ont en stock et tombent sur de vieux drones de reconnaissance soviétiques, les Tu-141 Strij. Le Strij, il mesure 15 mètres de long. C'est suffisant pour accueillir les quelques centaines de kilos d'explosifs nécessaires pour détruire un avion. Alors, la mission est lancée. 2 vieux Strij sont modifiés et armés. Leur cible, la base d'Engels, à 600 km de leur point de départ. Objectif, détruire des bombardiers russes. Like we're watching Call of Duty. This is a mission. Destroy the Russian bombers. Oh, that's a monster drone. Look at that. Well, they made it. Wow. Les drones ont réussi à endommager 2 Tu-95, ceux-là même qui ont l'habitude de bombarder Kiev. Les drones sont évidemment perdus, mais ils ont désormais la preuve que l'idée est bonne. À ce moment-là, les officiers espèrent qu'ils ont trouvé la faille dans le système de défense russe. Mais en fait, ils n'auront pas le temps de réessayer, parce que en 2023, l'armée russe décide de mobiliser dans le conflit toutes ses divisions de guerre électronique, qui installent le long de la ligne de front leur système de brouillage. Ces systèmes de brouillage, utilisés en Syrie, sont les plus performants au monde. Ils coupent sur des dizaines de milliers de kilomètres carrés tout contact entre les drones et les signaux GPS. C'est un véritable mur électromagnétique qui sépare les deux armées. Et les drones ukrainiens se font maintenant intercepter avant même d'avoir atteint la frontière russe. Et c'est là qu'intervient un acteur improbable, le SBU, le service secret ukrainien. Au début de la guerre, personne ne s'attendait à voir des solutions venir du SBU. Le service n'était pas pris au sérieux et s'était souvent rendu ridicule par son manque de professionnalisme. Gangréné par la corruption, il n'avait jamais complètement réussi à rompre avec le FSB russe. Et il était dirigé par un ami d'enfance de Zelensky, un ancien avocat qui ne connaissait rien au renseignement. Sauf que la guerre va changer la donne. Au bout de quelques mois, le directeur du SBU est démis de ses fonctions à cause de son incompétence. Et il est remplacé par un jeune général de 40 ans qui a passé toute sa carrière dans le renseignement, le général Maliuk. Et ce général Maliuk, il a bien l'intention d'être pris au sérieux. Par une série de purges, il nettoie le service des agents russes infiltrés. Puis, yeah, he's the kind of guy who, when he says, I want you to answer a few questions, yeah, just look at this guy. Yeah. When he says, I need you to answer a few questions that I have for you, he's the kind of guy where you just look at him and you go, yes, sir. What would you like to know? Oh, I will tattletale on everybody. What do you need me to tell you? Because you could tell, this man, he don't bullshit. Just, you know. Par une série de purges, il nettoie le service des agents russes infiltrés. Puis, avec l'aide de la CIA et de la NSA américaine, il essaye de mettre ses équipes à niveau. Son but, s'entourer d'agents fiables et compétents. Et ça finit par payer. Avec ses équipes, il connaît plusieurs succès tactiques, notamment dans des attaques coordonnées de drones. Le service gagne en crédibilité. Cette progression remarquable va un peu monter à la tête des agents du SBU, au point que ça va faire germer chez eux une idée folle, celle de tenter ce que l'armée n'arrive pas à faire depuis des mois. Détruire des bombardiers russes sur leur propre sol. Et de fait, il y a bien une dernière stratégie que personne n'avait vraiment osé envisager jusqu'à présent. C'est de faire décoller des drones directement sur le territoire russe, au plus près des bases aériennes. Personne n'avait osé parce que qui dit s'infiltrer en Russie dit parvenir à duper l'un des plus puissants services de sécurité intérieure du monde, le FSB.
Le FSB, c'est un héritage de l'URSS, un des pays qui surveillait le plus sa population. Ils ont 300 000 agents déployés sur tout le territoire. Et rien que pour la défense des frontières, leur budget est 3 fois supérieur au budget total du SBU. Damn. En fait, n'importe quel service de renseignement sérieux fuirait devant la perspective d'une telle opération. Mais pour des raisons qui nous échappent, l'idée va être prise très au sérieux par le général Malyouk. Et il se montre si convaincant que l'opération est validée en haut lieu par le président lui-même. L'opération Toile d'araignée est lancée. Here we go. Avec cette opération, Malyouk sait qu'il risque gros. S'il réussit, il montrera à la terre entière que le SBU est devenu un service secret de premier plan. Si ses agents sont démasqués, la propagande russe sautera sur cette occasion de les humilier. Il doit donc préparer chaque détail à la perfection. Pour commencer, Malyouk identifie 5 bases aériennes à cibler. 2 près de Moscou, une dans le Grand Nord, et puis 2 au fin fond de la Sibérie. C'est ambitieux, mais quitte à infiltrer les drones en Russie, autant faire le maximum de dégâts. Puis, il demande à ses équipes de plancher sur la première question concrète. Quels drones peuvent-ils espérer infiltrer en Russie ? Bien sûr, les premiers drones auxquels il pourrait penser, ce sont les Strige, ceux qui ont bombardé Engels. Sauf que c'est impossible d'espérer infiltrer discrètement des drones de 15 mètres de long et de les faire décoller sur le territoire russe. Et puis même leur expérience récente a montré qu'ils se faisaient facilement intercepter. Et si, à l'inverse, les Ukrainiens décidaient d'envoyer un drone insignifiant ? Dans les catalogues de l'armée, il y a notamment un quadricoptère FPV qui coûte quelques centaines d'euros. L'OSA, autrement appelé la guêpe. C'est un drone qui pourrait typiquement avoir un usage civil. Non seulement il pourra peut-être être introduit en Russie, mais encore mieux, il pourrait passer sous les radars des bases aériennes. L'OSA est un très bon drone, mais qui pose un défi de taille. Ce minuscule appareil n'a pas du tout été conçu pour s'attaquer à un bombardier qui fait 100 fois sa taille. Il a 25 km de portée, 15 minutes d'autonomie et une charge utile limitée à 3,3 kg. Alors comment espérer détruire un avion qui nécessite habituellement plusieurs centaines de kilos d'explosifs ? Si vous connaissez le jeu vidéo GTA, vous aurez peut-être une proposition qui a l'air stupide, à savoir viser le réservoir d'essence. Ce qu'on fait dans le jeu pour exploser une voiture avec un sniper. Et je vais peut-être vous surprendre, mais autant dans le jeu c'est complètement irréaliste, autant là, c'est pas bête du tout. Ce qui est irréaliste dans GTA, c'est que l'essence, tout comme le kérosène, a besoin d'une quantité d'air suffisante pour brûler ou exploser. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le kérosène, ça s'enflamme difficilement dans un réservoir fermé. Il faut suffisamment d'oxygène pour brûler. L'idée des agents du SBU, c'est donc de munir les drones non pas d'une, mais de 2 charges explosives. La première pour percer le blindage du réservoir et la seconde pour exploser à l'intérieur. You know how precise you have to be? Are you kidding me? Si le drone vise juste, tout l'avion devrait prendre feu. Et c'est justement là le second défi. Déjà, pour espérer viser juste, il faut pouvoir piloter correctement le drone à distance. Mais ça, c'est faux. Et rien que ça, c'est pas gagné. En fait, les Ukrainiens ont l'habitude de piloter leurs drones à l'aide du réseau Starlink. Parce que, depuis le début de la guerre, la plupart des infrastructures ont été démolies par les bombardements russes. Donc les Ukrainiens avaient presque plus de réseau Internet. Ils ont donc obtenu de SpaceX d'activer Starlink sur le territoire ukrainien pour un usage civil. Bien sûr, ce réseau va presque avoir immédiatement un usage militaire. Les Ukrainiens l'utilisent pour leur communication sur le champ de bataille et ajoutent des terminaux Starlink à leurs drones. Ils vont même aller plus loin et demander à SpaceX d'étendre la couverture sur les zones occupées de la Russie pour mener leurs attaques. Sauf que cette fois, Elon Musk dit non. Déjà, théoriquement, il n'a pas le droit. Depuis le début de l'invasion russe, par respect des sanctions envers la Russie,
il a coupé l'usage de Starlink sur tout le territoire. Mais surtout, il souhaite que Starlink garde un usage civil. Le SBU doit donc trouver une autre solution. C'est là qu'un de leurs ingénieurs arrive avec une idée, apparemment toute bête. Pourquoi ne pas tout simplement utiliser le réseau 4G russe ? L'idée a l'air toute simple comme ça, mais elle se heurte quand même à quelques problèmes. Déjà, c'est un réseau contrôlé par les Russes. Donc, à tout moment, il pourrait détecter un trafic anormalement intense autour des bases aériennes et tirer la sonnette d'alarme. Ensuite, avec une distance de plusieurs milliers de kilomètres entre le pilote et le drone, le réseau 4G aura sans doute de la latence, ce qui n'est pas idéal pour contrôler une guêpe à 70 km/h. Enfin, il est très possible que même le réseau cellulaire soit brouillé. Peut-être pas dans toute la zone, mais au moins au sein des bases. Autant pour le fait d'être détecté sur le réseau, c'est malheureusement un risque à prendre, autant pour le reste, il est hors de question de compter sur un coup de chance. C'est là où les ingénieurs de l'opération Toile d'araignée vont avoir une idée très astucieuse. C'est d'automatiser partiellement le vol des appareils. L'automatisation des drones, c'est un problème que se posent toutes les armées du monde. L'armée américaine a par exemple dépensé des dizaines de millions de dollars dans les programmes de l'entreprise Shield AI, dont le but est de permettre aux drones de se piloter dans un environnement GPS dégradé. C'est exactement ce que cherchent les ingénieurs de l'opération Toile d'araignée. Mais c'est complètement hors budget. Donc, il leur faut un plan B. Et il se trouve que ce plan B, il est utilisé par tous ceux qui bricolent des drones dans leur chambre et il s'appelle ArduPilot. ArduPilot, c'est un logiciel open source qui s'installe directement sur le contrôleur de vol du drone et qui est capable d'automatiser de nombreuses opérations de pilotage. Suivi de trajectoire, stabilisation. C'est clairement pas un truc fait pour l'armée, c'est communautaire, un peu bordélique, mais l'avantage, c'est que ça ne coûte rien et que on peut en faire ce qu'on veut. Seul problème, le code de conduite des développeurs ArduPilot précise qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser leur véhicule comme des armes. L'opération Toile d'araignée est dans une impasse. Oh God. Je rigole, bien sûr, les Ukrainiens en ont rien à foutre, ils utilisent déjà ArduPilot partout. Pour gagner du temps, ils vont reprendre les schémas des drones qu'ils envoient déjà sur le front, notamment les Baba Yaga. À la place des terminaux Starlink, ils vont mettre des modems 4G qu'ils connectent à un ordinateur type Raspberry Pi. Ils y branchent une webcam et le relient à un contrôleur de vol sur lequel est installé ArduPilot. L'autopilote leur permet déjà de stabiliser le vol des drones et de lui faire maintenir une direction même lorsqu'il perd le signal. C'est pas mal, mais ça ne suffit pas. Ce que veulent les officiers du SBU, c'est que les drones utilisent eux-mêmes la caméra pour se diriger et que grâce à cette caméra, ils parviennent à viser les réservoirs de kérosène avec une précision millimétrique. Et tout ça malgré la latence avec le pilote. Là encore, les militaires du SBU ne sont pas les premiers à être confrontés à ce genre de problème. Dès les années 60, l'armée américaine a cherché à guider ses missiles à l'aide d'une simple caméra. Classiquement, les missiles s'appuyaient sur les lignes de contraste de l'image pour corriger leur trajectoire. Ça pouvait être très efficace, mais pas à tous les coups. Selon les changements d'angle ou de luminosité par exemple, le missile pouvait perdre sa cible. Alors certes, la recherche en computer vision a fait beaucoup de progrès, notamment à l'aide de filtres Kalman ou Sobel par exemple, pour mieux identifier les contours des cibles, mais aujourd'hui, même une petite équipe avec peu de budget peut faire beaucoup mieux en utilisant l'IA, et plus précisément les réseaux de neurones à convolution. Ce que veulent les ingénieurs, c'est un programme qui reconnaît un réservoir de kérosène. On pourrait voir ça comme une grande fonction à laquelle on donne les images reçues par le drone et qui doit répondre 1 si le drone est en train de viser le réservoir d'un bombardier et 0 sinon. Jusque-là, dans les programmes de computer vision classiques, les ingénieurs construisaient eux-mêmes cette fonction à partir de motifs visuels qui leur paraissaient pertinents. Les angles de l'aile, les couleurs, etc. C'était super laborieux et ça permettait de prendre en compte qu'un nombre de paramètres limité. A l'inverse, le réseau de convolution détermine lui-même les corrélations entre les photos qu'on lui donne. Personne ne décrit pour lui les motifs à repérer, il apprend tout seul à les identifier. Regardez, par exemple, ça c'est un outil qui permet d'explorer les poids d'un réseau à convolution qui reconnaît les tasses de café. Juste pour se faire une idée.
Yeah, as dumb as people are, meaning humanity, because we do a lot of stupid shit. We're pretty smart. We're pretty intelligent when we want to be. I mean, especially when it comes to, how can we kill something? We're really good at well, we have to engineer something. But I mean, this drone, not in a million years, should be able to destroy a bomber. Not in a million years. But they did it. Eh ben, on peut voir que le réseau a compris tout seul qu'une tasse de café a une anse, une tache marron, etc. Ça permet d'obtenir de bien meilleurs résultats. Mais il y a quand même une grosse contrainte, c'est que pour l'entraînement, il faut le dataset le plus complet possible pour que l'IA reconnaisse le réservoir de kérosène, quel que soit le contexte. I don't know. Et les datasets avec des milliers de photos de bombardiers russes sous tous les angles, ça court pas les rues. Alors, comment faire ? Les deux avions que le général Malyouk a identifiés sont le Tu-22 Backfire et le Tu-95. Deux avions qui, souvenez-vous, ont été développés par la Russie pendant la guerre froide, ou plutôt par l'URSS. Et ça change tout, parce que l'Ukraine était une république soviétique. Et comme c'était la république la plus à l'ouest de l'URSS, elle avait une grande partie des bombardiers sur son sol, au point que, lorsqu'elle est devenue indépendante en 1991, l'Ukraine était carrément la 3e puissance nucléaire mondiale, en termes de nombre d'ogives et de bombardiers. Sauf que, à l'époque, ça faisait peur à tout le monde que le nombre de puissances nucléaires se multiplie. Et les États-Unis et la Grande-Bretagne ont fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle rende son arsenal nucléaire à la Russie. Ce qu'elle a fini par faire, mais elle a quand même gardé quelques exemplaires non opérationnels de ses bombardiers. Et certains se trouvent toujours au musée de Poltava. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ironie, mais le SBU a la possibilité d'entraîner son IA sur des modèles réels, à la maison. Et ils vont pas se faire prier. Les ingénieurs étudient toutes les faiblesses des bombardiers visés et répètent l'entraînement laborieusement jusqu'à ce que l'IA ait la meilleure précision possible. Et ça a l'air de marcher. La plupart du temps, même dans de mauvaises conditions, les drones semblent capables de toucher leur cible. Wow. Maintenant que les drones sont opérationnels, il reste encore le plus important, la mission d'infiltration. Cette partie de l'opération est cruciale parce que non seulement les OSA ne peuvent pas voler sur plus de 25 bornes, mais plus ils décollent près des bases, plus ils ont de chances de passer sous les radars. Sauf que c'est pas seulement la partie la plus importante de l'opération, c'est surtout la partie la plus risquée. Il faut infiltrer secrètement une armée de drones kamikazes à des milliers de kilomètres de Kiev, dans le pays le plus dangereux du monde pour un agent ukrainien. D'autant plus que la Russie a connu de nombreux attentats depuis le début de la guerre. Et donc que le FSB et les polices sont particulièrement à cran. Pour des raisons évidentes, c'est une partie de l'opération sur laquelle on n'a que peu de détails. Mais suffisamment pour comprendre que, à ce moment, le SBU décide de tenter un énorme coup de poker. Pour commencer, ils vont faire très attention à garder le secret, en donnant à chaque équipe uniquement les informations dont elle a besoin pour accomplir sa tâche. Une équipe de techniciens doit construire des cabanes de jardin, des agents dormants doivent ouvrir une entreprise de transport routier à Tcheliabinsk, en Russie. Seules les têtes pensantes de l'opération savent ce qu'il va se passer. Puis un jour, probablement fin 2024, un douanier russe se fait approcher près de la frontière sibérienne par des camionneurs qui transportent des cabanes de jardin. Il constate alors que ces camionneurs n'ont pas les autorisations nécessaires pour importer les panneaux solaires qui sont sur les toits des cabanes. Le douanier est censé leur refuser l'entrée en Russie. Mais avec un gros chèque, il se laisse convaincre qu'il n'y a pas de mal à fermer les yeux pour cette fois. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ces panneaux solaires sont là pour alimenter 30 drones armés qui seront cachés dans le faux plafond de ces cabanes. On ne sait pas exactement comment le SBU a fait entrer les drones, dans des coffres de voitures ou en pièces détachées,
Ce qu'on sait par contre, c'est que en arrivant à Tcheliabinsk, les camions du SBU, les drones et les charges explosives se retrouvent tous au même endroit, dans un hangar. Pour faire traverser les cargaisons sur des milliers de kilomètres jusqu'aux bases aériennes, en plein territoire ennemi, le SBU n'a pas tellement envie d'envoyer ses propres agents. Ils vont s'y prendre autrement. Une fois les faux plafonds chargés et camouflés, ils vont tout simplement appeler une société de transport. Les chargements seront confiés à des camionneurs russes. Wow. Les camionneurs ignorent évidemment le contenu réel de leur chargement. Ils ignorent aussi que la date de livraison qu'on leur a donnée, le 1er juin, correspond au jour où, en 1994, les Ukrainiens ont dû rendre leurs bombardiers à la Russie. Mais ce qu'ils ignorent surtout, c'est que les lieux auxquels on leur a demandé d'apporter leur chargement sont chacun à environ 8 km d'une base aérienne russe. Au mois de mai 2025, l'excitation au SBU commence à monter. Pour l'instant, tout s'est déroulé sans accroc. Le général Maliuk peut maintenant se concentrer sur le jour de l'attaque. Il recrute les meilleurs pilotes de l'armée ukrainienne et les briefe sur leur mission. Il y a 117 drones embarqués dans 5 camions. Ces camions seront positionnés à 8 km d'une des 5 bases aériennes russes visées. Olenia, Ivanovo, Diaghilevo, Baleia et Ukrainka. Les drones ont chacun une double charge explosive de quelques centaines de grammes. Ils ont une autonomie de 15 minutes pour une distance de 25 km. Leurs batteries seront chargées à bloc et au moment du départ, à 17h25, chaque pilote devra prendre en main son drone. Il aura alors moins de 15 minutes pour voler jusqu'à la base aérienne en évitant les tirs, s'approcher de sa cible malgré les pertes de signal et faire exploser les ogives sur le réservoir de kérosène. That's it? Ben ça c'est simple. Très facile. Mais ça c'est impossible. Like I said before, c'est incroyable. That they made it. Victory, success. Come on. Après 15 minutes, plus de batterie. Ils n'auront pas de seconde chance. Non. À chaque pilote, on fournit un modèle du terrain, la localisation des maisons, le trajet et comment s'y rendre. Ils subissent un entraînement intense pour être parfaitement prêts. S'ils se ratent, c'est 1 an et demi de préparation qui part en fumée. An hour and me. Wow. Fin mai, les camions quittent Tcheliabinsk. Le 28, les agents ukrainiens quittent la ville à leur tour pour le Kazakhstan. Le 1er juin, à 5h du matin, tous les pilotes sont rassemblés dans le centre de commandement de l'opération. Leur chef leur retire leur téléphone portable pour la journée et chaque pilote s'installe à son poste. Désormais, il n'y a plus que eux et la cible. À 17h25, sur le toit des camions, les panneaux solaires des maisons se lèvent les uns après les autres. L'attaque peut commencer. Près d'Olenia et Baleia, une nuée de drones sort des toits des camions. Sur un des camions, des citoyens russes montent pour détruire les drones à l'aide de cailloux. Mais c'est trop tard. Les drones volent déjà vers les bases aériennes qui ne sont plus qu'à quelques kilomètres. Là, une mauvaise nouvelle arrive des drones de la base d'Ukrainka. Le camion, qui avait atteint le fin fond de la Sibérie, a subitement explosé à cause du dispositif d'autodestruction. What? Peu importe, sur les autres, les drones restent concentrés sur leur mission. Ils approchent des bases aériennes et s'apprêtent à passer les systèmes de défense rapprochés. À la base de Diaghilevo, les drones vont malheureusement être repérés et sont abattus. Il ne reste donc plus que 3 bases. Et là, pour le coup, à Olenia et Baleia, les pilotes n'en croient pas leurs yeux. Ils ont réussi à pénétrer l'enceinte de la base. Devant eux, les Tu-95, armés, remplis de kérosène, prêts à décoller vers l'Ukraine. Wow. Holy shit. Wow. Wow.
I heard bullets. Did you hear bullets? They're shooting at him. They're shooting at him. Wow, there's so many more. Too bad not more drones didn't get through, because they could have had a field day. I mean, they got a few. I mean, that's big. Like he said, 15 missiles a day, less per plane. And Koyeb, this mission. It really is true. It is the impossible infiltration. It really is. Wow. En quelques heures seulement, le monde entier découvre stupéfait les images de l'attaque et apprend par un communiqué du SBU que plus de 40 avions auraient été détruits. Oh, 40! Wow, good job. 40. Sur le coup, ça paraît tellement énorme que les commentateurs sont sceptiques. Est-ce que ce serait pas juste un gros coup de com' de la propagande ukrainienne? Sauf que, très vite, les preuves s'accumulent. Sur des chaînes Telegram russes, les témoignages se multiplient. Des vidéos amateurs montrent les drones en train de sortir des camions et des Ozinters retrouvent même le fameux hangar de Tcheliabinsk. Et surtout, dès le lendemain, des images satellites vont confirmer la catastrophe. Alors les 40 avions annoncés par l'Ukraine ont été surestimés, mais il y a maintenant la preuve qu'au moins 12 avions ont été détruits. Wow, that's a big difference. 12 et 40. Avec cette opération, le Mais c'est quand même avec little shitty, what do you say? 40 ou 60 euros pour le drone. SBU a inscrit son nom dans l'histoire. Plus qu'une opération réussie, c'est un message envoyé au monde entier. Avec de l'ingéniosité et quelques milliers d'euros, big brains. Une petite équipe motivée peut faire trembler une superpuissance. Ouais. Avec des drones, aucune cible n'est vraiment hors d'atteinte. Pas même la Sibérie. Wow, it's going to be interesting. The way wars are going to be conducted, you know, tens of hundreds of years from now, there won't be a single human fighting. It's going to be all electronic, if you ask me. Another great video by MeCode. Il est excellent. Suite à ce coup d'éclat, l'euphorie gagne l'Ukraine. Mais en temps de guerre, l'euphorie, hélas, ne dure jamais longtemps. Malgré les pertes réelles et l'humiliation infligée à leurs ennemis, les bombardements reprennent de plus belle. La guerre est loin d'être terminée. Ouais. Ouais. And yes, I don't see how they're gonna win. I don't see how they're gonna win. This guy, man, what a story. And his explanation on how he does it and his presentation. Il est excellent, celui-là, vraiment. When you see, you know, the maps, and he's like, and then the drone's gonna go here, and then it's gonna hit Kazakhstan, you know, and Kazakhstan, and all that, and it's gonna go here and there. And I thought I was watching like a mission in Call of Duty when they explain the mission, what's going on, and they got the screens up, and I mean, his videos are really amazing. What? That was really good. Really good story. But it does tell you how smart and intelligent people are, man. When they put their heads together, I mean, there were like 3 or 4 things all in a row they got shot down with. They didn't give up. They're like, we'll figure it out. We'll get some drones over there somehow. A year and a half. They figured it out. Incroyable. But unfortunately, without the help of the world, without the help of everybody, there's no way Ukraine could win this war, because it's just constant. Russia just doesn't let up. Crazy. Très triste. Just like all the other wars, and the one that's currently happening. It's all
It's all a waste. It really is. It's a waste. But anyway, excellent video again from this guy. Great request. And I learned something yet again. I'm just learning. You guys are just filling le cerveau. Tu le plains. Tu le plains, mon cerveau, avec des information. Avec du, how do you say information? Info. I'm just for brief info. Voilà. You fill my cerveau avec beaucoup de info with all my reactions, with all the requests, I mean. Anyway, this was another good one. And now, until the next one. Peace out.